Bienvenue chez Les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. Je suis Domiti Hiroux, la Community Manager de l'hôpital. Si vous faites partie de la communauté en ligne de l'hôpital, vous me connaissez peut-être déjà. Sinon, j'espère vous y rencontrer bientôt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Oriane Bessa au micro des Transformateurs. Entre l'hôpital et les bancs de l'école, sa carrière a toujours été guidée par une envie de résoudre les problèmes du quotidien. Pour elle, c'est ça l'innovation. Depuis quelques mois, elle capitalise sur son expérience du terrain pour développer une application qui veut booster les soignants et améliorer leur qualité de vie au travail. Bonjour, moi je m'appelle Oriane Bessa, j'ai été infirmière durant 5 années. D'abord dans le secteur privé, la chirurgie orthopédique, puis j'ai fait de l'intérim dans plusieurs services de chirurgie. Et puis ensuite, au bout d'un an, je suis allée dans le sud de la France, c'est un service d'accueil des urgences, qui était doté aussi d'un SMUR, c'est un service médical d'urgence et de réanimation. Et j'y ai passé quelques années. Ensuite, je suis retournée sur Paris dans un service de réanimation médicale de la PHP. Et puis, je suis retournée sur les bancs de l'école pour apprendre ce que c'était que le management des organisations de soins. Et à 26 ans, je me suis retrouvée à mon premier poste d'encadrante dans un service, dans une clinique privée, dans un service de chirurgie bariatrique. Et puis après, j'ai pris la responsabilité d'autres services de chirurgie vasculaire, de chirurgie orthopédique. Et puis je suis allée ensuite, j'ai été directrice des soins pendant 6 années, toujours dans le privé, dans un centre de référence de la chirurgie prothétique. Après j'ai à nouveau repris les bancs de l'école et j'ai fait un MBA à la Sorbonne. Et aujourd'hui je crée mon entreprise pour la création d'une application qui va favoriser et optimiser l'organisation des soins dans les établissements de santé. Pour en revenir au début de ton parcours, la première question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi le soin en premier lieu ? Alors le soin parce que je viens d'une famille où j'ai eu une éducation vraiment, ma mère était infirmière puis directrice des soins aussi, mon père était éducateur spécialisé donc vraiment dans le social, donc j'ai baigné dans cette ambiance très humaniste et avec des valeurs de liberté, je crois, très fortes, de penser, d'agir. Et voilà, je crois que j'ai baigné, j'étais ancrée dans ces choses-là. J'ai naturellement pris cette voie et je trouvais que c'était une profession où on avait la possibilité d'évoluer assez facilement. Et ça correspondait bien à ma nature de vouloir toujours apprendre des choses et avoir la possibilité de changer, d'évoluer, de faire des choses complètement différentes. Ce qui s'est vérifié puisque tu as effectivement évolué à plein de niveaux différents, dans plein de projets différents. Quel constat t'as fait sur le terrain ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de bouger, de reprendre les bancs de l'école ? Alors, la première expérience, elle a été, c'était une superbe opportunité, hein, le service d'accueil des urgences et le SMUR, surtout pour une jeune professionnelle que j'étais. C'est vrai qu'on est confronté à des situations hyper variées, tant dans l'environnement, dans le type de pathologie qu'on rencontre. Et c'est vrai que le SMUR, il intervient pour des patients qui sont en détresse multiviscérale, avec des situations soit accidentogènes, soit de mort imminente, ou même de mort subite parfois. Et c'est vraiment un service où on est témoin de la souffrance humaine, et voire parfois de la tragédie. Et c'est aussi, ça traduit aussi l'état d'une société dans tout ce qu'elle a de positif et de négatif. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai trouvé que ça te ramenait constamment à la fragilité de la vie et également au sentiment humain profond. Après, je trouve que voilà, ces images difficiles justement, ces situations difficiles, on développe une capacité à les ranger dans un tiroir parce qu'elles sont trop difficiles en fait pour le cerveau humain. Donc on a une petite technique de je mets dans le tiroir, je le ferme et surtout je le rouvre pas et si possible je le ferme à clé. Je crois que tous les soignants développent cette faculté-là.
Et donc ton attitude en tant que soignante face à ces situations difficiles, de violence, de décès, de souffrance, c'était quoi ? Ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans des situations difficiles, par exemple à l'annonce d'une intervention, on est dans le camion, et on est un peu comme un programme informatique, on est programmé. C'est-à-dire que votre cerveau, il va, comme une arborescence, penser à toutes les actions, les unes après les autres, qu'il va falloir mettre en place. Et à la fois, ça va vous permettre de ne pas voir vraiment, c'est-à-dire on arrive sur le lieu, on voit sans voir, et on est dans l'action et dans le droit au but. Et ça, à la fois, ça permet d'être hyper efficace, et à la fois, ça permet de ne pas vraiment voir. Sinon, c'est pas possible, en fait, d'être efficace et d'apporter des soins de qualité. D'accord, et des soins de qualité pour toi, c'est quoi ? Alors des soins de qualité, là, c'est un thème qui me passionne. Hein. Ça a été, je crois, ma première préoccupation quand j'ai pris mon premier poste d'encadrante. Ça a été vraiment... je me suis posé cette question-là. C'est quoi le soin ? Quel est ce que je veux transmettre, partager avec les gens que je vais manager ? Il y a les deux aspects indissociables du soin, le cure, tout ce qui a trait à la technique, qui est défini par le décret de compétence de l'infirmière, avec tous les gestes techniques. Et tout ça, ça s'acquiert avec de la pratique, de la volonté, et avec plus ou moins de temps selon les individus. Moi, quand j'étais au SMUR, c'est vrai que gérer une intubation quand on est jeune diplômé, ça me paraissait au bord de la route en plus, ça me paraissait complètement dingue. Et à force de pratique, on m'a fait confiance, on m'a formée, et à force de pratique, j'ai réussi. En réanimation, quand on voit toutes les alarmes, les appareils, ça sonne partout, et notamment les dialyses qu'il faut monter en plus en urgence, avec des tuyaux partout, ça me paraissait complètement infaisable, et j'ai réussi. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, tout s'apprend. Ça, c'est la partie du soin qui s'apprend, sans minimiser ce que ça représente en termes d'apprentissage. Ça s'apprend, ça finit par s'intégrer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le care. C'est-à-dire, c'est tout le reste, c'est le rôle propre de l'infirmière, auquel chacun peut se référer, bien sûr, mais aussi développer, pourquoi pas, sa propre vision et ses propres attitudes face à ça. Et je pense que c'est un aspect du soin, s'il est développé de façon pertinente, qui peut révéler la vraie valeur ajoutée du soignant. C'est vraiment ce qui me passionne dans ce domaine. Et donc c'est tout ce qui est lié au non-verbal, finalement. Moi j'ai pu expérimenter ça quand j'étais infirmière et développer cette compétence-là. C'est le patient, il a besoin de se sentir respecté, écouté, pris en compte, quoi, être maintenu dans une ambiance positive. À la fois, il a besoin de sentir de la rigueur, mais aussi de la bienveillance, de la sympathie, et pourquoi pas une ambiance détendue, quoi. Donc j'ai compris que tout était important dans le soin, c'est-à-dire la posture, la manière dont on va rentrer dans une chambre, dont on va regarder le patient avec un regard franc, avec une gestuelle particulière, avec la confiance qu'on a en nous, avec l'intonation de la voix par exemple, le sourire bien sûr, et surtout cette intention positive qu'on va instaurer dans cette relation à l'autre. Et donc j'ai compris que tout ça c'était majeur. Voilà, pour moi, soigner, c'est aussi ça, c'est réussir à maintenir le patient dans ce contexte positif et pas lui faire part de petits problèmes du quotidien, tout en lui expliquant bien sûr les choses fondamentales en toute transparence. Mais pour moi, le soignant, il doit mettre sa petite blouse de Superman, de super soignant, pour maintenir cette atmosphère-là, pour son bon rétablissement. Ouais, est-ce que tu pourrais me donner un exemple de ça ? Alors moi, je me rappelle d'un chirurgien que j'observais avec intérêt, qui avait passé une journée de consultation, puis une journée au bloc, harassante avec des patients compliqués. Il était tard, et il venait voir les patients qui avaient déjà été opérés depuis la veille ou depuis quelques jours. Et quand il rentrait dans la chambre, c'était un homme tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il était droit comme un i, il regardait le patient de manière franche, avec un large sourire, il donnait des informations hyper précises, avec un discours rodé, des blagues, il faisait des blagues, souvent les mêmes, mais qui faisait vraiment rire le patient, et c'était assez hallucinant parce que le patient, quand bien même il était dans un état un peu d'angoisse ou avec plein de questionnements sur la suite et sur sa rééducation, eh bien, il avait vraiment changé d'état.
Et pourtant, ce chirurgien-là, il venait me voir après et il me faisait part de ses angoisses et de ses préoccupations. Et voilà, c'est vraiment ça, cette intention positive qui a une vraie influence sur l'établissement du patient. Ah, c'est intéressant que tu parles des personnes qui t'inspirent, parce que c'est aussi l'objet de ce podcast-là, c'est de mettre en avant le fait qu'on a toujours quelqu'un qui nous inspire, qui inspire notre pratique, qui nous donne un exemple dans notre pratique professionnelle, mais tu parles aussi du versant plus difficile où derrière ce rideau et après la sortie de la chambre du patient, c'était une autre relation. Comment est-ce que toi tu as vécu cette relation de pair à pair entre soignants en fait, à l'hôpital ? C'est vrai qu'en tant qu'infirmière, donc je te disais, j'ai vraiment essayé de développer cet aspect-là du soin, du care, vraiment, du non-verbal. Et je me suis aperçue, comme quand même j'ai été dans des services où il y a un vrai travail d'équipe, que ça avait aussi une influence finalement sur les gens avec qui on travaillait. Aussi, finalement. Parce que c'est une sorte de super pouvoir qu'on a tous, hein, finalement, qui, si on en a conscience, peut avoir un réel impact sur sa vie en général. Et son attitude également avec les gens qui nous entourent, ça a un impact sur l'ambiance dans une équipe, et on sait combien l'entente et la confiance mutuelle dans une équipe, elle permet l'efficience. Et ça, je l'ai constaté un nombre de fois incalculable, quoi. Donc ça c'est vraiment... ça a un impact très fort aussi sur l'ambiance. Quand on met quelqu'un qui est vraiment pas bien, qui est pas en forme, ou qui est assez malveillant dans une équipe, ça peut vous pourrir une ambiance, et vraiment, on peut constater une baisse de la qualité des soins. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Et du coup, je veux parler du fait que tout ça, c'est vraiment, comme je te le dis, majeur pour moi. Une condition sine qua non à un soin de qualité, à des soins de qualité. En revanche, qui va s'occuper des soignants ? C'est-à-dire que c'est une telle exigence qui, entre parenthèses, je m'imposais à moi-même en tant que manager, hein, parce que moi, quand je me souviens, quand j'étais infirmière, dans des situations vraiment à la limite de la rupture, on était vraiment submergés de travail. Je me souviens d'une chef qui passait, qui rasait les murs, pas un regard, pas une intention, et ça m'a vraiment posé question. C'est-à-dire, je me suis dit, mais quel est l'intérêt ? Et ça nous a tous plombés. C'est-à-dire, alors qu'elle aurait pu faire l'inverse et provoquer l'inverse, renverser la situation. Et donc je m'imposais ça en tant que manager. Je faisais en sorte, même si ma charge mentale sur certaines journées elle était assez importante, avec des choses à régler rapidement, moi je passais devant les équipes et j'essayais toujours d'avoir une intention positive, hein, donc quand je parlais tout à l'heure, une parole, un sourire, même un sourire, un regard, pas forcément une parole, hein, mais vraiment ça c'était une exigence que je m'imposais aussi. Est-ce que du coup c'est cette question qui va s'occuper des soignants qui t'a amené après à retourner sur les bancs de l'école pour te former au management ? Est-ce que c'est comme ça que du coup tu t'es formé au management et que tu as, grâce à ton expérience du terrain, managé différemment de ce que toi tu avais reçu ? Oui, bien sûr, c'est des réflexions qui m'ont nourrie, hein, et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire, parce que c'est un métier qui de don, vraiment de don de soi, et qui par conséquent est très prenant et qui demande une énergie très importante. Surtout que la vie étant ce qu'elle est, c'est pas toujours simple, et ça demande un effort de mettre cette petite blouse de super soignant constamment. C'est une exigence importante. Je pense que c'est à la fois la condition sine qua non des bons soins, mais c'est à la fois il faut autre chose. C'est-à-dire qu'on peut pas laisser les soignants donner sans se dire mais au fait, toi, comment ça va ? Donc oui, ça a été un sujet qui m'a vraiment intéressée. Je pense qu'il faut que les soignants ils aient une soupape. Elle est essentielle. Je pense que c'est nécessaire qu'ils puissent exprimer leur humeur du jour, par exemple, leur état psychologique, pour adapter justement la charge en soins, ou pour maintenir en fait des soins de qualité, malgré l'état psychologique un peu down ce jour-là. Voilà, j'ai voulu vraiment partager cette culture du non-verbal, et parallèlement, surtout
mettre en place une relation de confiance qui va permettre, sans difficulté et jugement de valeur, aux professionnels d'exprimer son humeur du jour et sans que ce soit un fait répréhensible, quoi. Donc toi, ce que tu as voulu faire, c'est améliorer et faire en sorte qu'il y ait une bonne qualité de vie au travail pour tes équipes en tant que manager. Donc la qualité de vie au travail, elle passe par le management. Ah, complètement. Pour moi, c'était mon obsession, c'était faire en sorte que les équipes se sentent bien pour pouvoir apporter des soins de grande qualité aux patients. Et alors, je ne sais pas si j'ai toujours réussi, en tout cas, j'ai essayé de tendre vers cette idée-là. C'est un cheminement, c'est beaucoup de travail et ça demande surtout du temps, parce qu'une culture, ça se crée pas du jour au lendemain. Et voilà, donc ça, c'était très important pour moi. La qualité de vie au travail, c'est... Voilà, dans ce contexte où il y a un manque d'infirmières chronique, c'est une profession qui est boudée, les établissements de santé, ils ont vraiment de la peine à recruter. Et les soignants, ils fuient les services de soins où il y a vraiment une charge mentale importante. Alors c'est vrai qu'il y a bien des massages et d'autres propositions, des salles de détente, des espaces de détente qui sont... Voilà, des supplétifs hyper intéressants pour moi. Je trouve que c'est chouette de proposer ça. Mais encore faut-il que les soignants, ils aient le temps d'en profiter. À mon sens, l'urgence, c'est plutôt de traiter le fond du problème. C'est-à-dire, il faut revoir l'organisation de fond des services de soignants et puissent retrouver la satisfaction du travail bien fait pour qu'ils puissent s'y sentir plus épanouis chaque jour et pas le temps d'un massage. Donc je pense que voilà, le gouvernement il doit aussi agir, faire sa part et impulser voilà, cette volonté de changer les choses, rendre la profession plus attractive pour les jeunes et augmenter de manière significative le nombre d'infirmières qui est aujourd'hui très insuffisant. Je voulais dire que voilà, la qualité de vie au travail, c'était vraiment le but, c'était d'améliorer la performance, c'est-à-dire la qualité des soins et tout en assurant une qualité de vie au travail, et l'un ne va pas sans l'autre, il est dépendant de l'autre. Donc pour moi c'est le challenge des années à venir si on veut transformer durablement le système de santé. Et du coup, toi, en tant que manager, en tant que manageuse, comment est-ce que tu as fait pour faire en sorte que cette qualité de vie au travail soit optimale pour tes équipes et que leur performance, autant que leur qualité de vie au travail, soit optimale ? J'ai instauré ce qu'on appelle ce que moi j'ai appelé des stand-up meetings. C'est inspiré de la méthode agile. Et en fait, j'avais un grand nombre de gens que je manageais et j'avais besoin, le constat c'est que j'avais vraiment besoin d'avoir une vision globale de l'activité du jour avec les problématiques qu'on allait rencontrer. Donc naturellement j'ai instauré cette petite discussion rapide du matin. Alors pas dans le détail des soins, j'avais pas besoin qu'on me raconte les choses vraiment en profondeur, mais plutôt voilà, savoir s'il y avait un patient qu'on n'arrivait pas à soulager, un patient qui pouvait être insatisfait, qui avait des complications, et ça j'avais besoin d'avoir cette vision globale. Pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai instauré une échelle d'humeur, en fait, l'échelle d'humeur du matin, voilà, pour que chaque professionnel il soit considéré en tant qu'humain et qui voilà, ça demande de l'authenticité, bien sûr, parce qu'il faut vraiment avoir envie de savoir comment va l'autre et pas juste pour ne rien en faire. Donc ces jours un peu down, on prenait le temps, on prenait un café, on discutait, on s'écoutait et on riait, pourquoi pas. Et on repartait sur une humeur positive, on changeait un petit peu la donne, on repartait sur une humeur plus positive, propice aux soins, finalement. Donc voilà, parallèlement aussi, ça me permettait d'adapter mon management. On pouvait, pour ces jours-là, imaginer ne pas éviter les patients compliqués, avec des soins un peu lourds, des choses psychologiquement un petit peu lourdes, et aussi demander aux autres collègues de suppléer, en fait, ces jours-là. Et du coup, cette échelle de l'humeur, tu as ressenti un besoin, toi, du côté de tes équipes, d'exprimer un petit peu comment ils se sentaient pour adapter leur charge de travail ou leur journée en fonction de ça ? Oui, j'ai constaté que ça avait un réel impact sur
sur leur journée et sur la prise en charge de leurs patients. Quand on arrive au travail et quand on est dans une dynamique un peu négative parce que voilà, on est de mauvaise humeur, on est préoccupé parce que ce que peut apporter la vie, hein, parfois, ça n'allait que de mal en pis en fait, et que c'était difficile en fait. Elle vivait un mauvais moment, le patient vivait un mauvais moment, les collègues vivaient un mauvais moment. Donc dans l'intérêt de tous, c'est-à-dire du patient d'abord, des collègues et de elle-même finalement, il fallait prendre ce temps d'expression pour passer d'un état à l'autre, au moins pour la journée. Voilà. Et ça, voilà, ça paraît très exigeant, mais je pense que c'est ça, finalement, être dans le soin et soigner. Ok, et du coup, c'est pour revenir à ce projet en particulier, est-ce que tu mettais le mot innovation dessus déjà? Est-ce que c'était un sujet qui t'intéressait? Parce que l'innovation, je sais que c'est aussi un de tes sujets de prédilection. Est-ce que tu mettais déjà ce mot dessus, ou est-ce que c'est un intérêt qui est venu ensuite à force de manager des équipes? Comment est-ce que c'était venu? Oui, tout à fait. Hein. C'est pas du tout. Moi, je suis une novice. L'innovation, c'était pas du tout. Je connaissais le terme, mais bon, je me suis pas forcément intéressée tout de suite. Et puis, c'est à force de trouver des idées, d'essayer de chercher des solutions à toutes ces petites problématiques quotidiennes. Et je me suis dit, mais finalement, tout ça, ce sont des innovations, je pense. Voilà, et il y en a eu d'autres, mais bien sûr. Mais voilà, j'ai compris que voilà, c'est ce que c'était que l'innovation et ce que ça demandait en tant qu'état d'esprit surtout. Et j'ai compris que voilà, ça demandait une posture particulière. D'accord, donc au début tu faisais de l'innovation inconsciente, et quand après tu es passé à l'innovation consciente, c'est devenu vraiment un sujet de travail pour toi. Comment est-ce que tu as innové ensuite ? Non, la vraie première innovation, en tout cas le premier projet, c'était des films sur le parcours du patient. En fait, on souhaitait remplacer toutes les informations en version papier, encore à l'époque, souvent rébarbatives, voilà, qui sont peu efficaces et qui n'étaient pas ludiques. On a voulu les remplacer par un film. Donc, il faut savoir que le patient, lors de la consultation avec le chirurgien, il reçoit une quantité énorme d'informations et il ne retient que celles qui sont relatives à la prochaine étape, à cause du stress, parce que finalement, l'obsession du patient en général, c'est savoir s'il va se réveiller. Et tant qu'il n'est pas réveillé, toutes les informations qu'il reçoit, elles sont un petit peu mises de côté. Donc on a choisi de réaliser des séquences vidéo très courtes, d'1 minute chacune, afin que le patient il intègre au fur et à mesure des situations qu'il va rencontrer les informations importantes pour sa prise en charge. Donc ça c'était passionnant, et on a eu l'attribution d'un prix Espoir Patient pour ce film par l'association Le Lien, qui est une association qui lutte contre les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections qu'on contracte à l'hôpital. Au moment où tu as lancé ces innovations, où tu as commencé à t'investir dans des projets en tant que manager, comment est-ce que tu as fait pour convaincre autour de toi que ça pouvait avoir de l'impact et ça pouvait être utile? Parce que c'est toujours un petit peu la bataille des innovateurs, en fait, de réussir à convaincre autour d'eux. Oui, bien sûr. Alors, bon, c'est vrai que dans les établissements de santé, le management aujourd'hui, il est plutôt pyramidal, un peu paternaliste. En tout cas, on le constate encore dans pas mal d'établissements. Et moi, dans le privé, l'intérêt majeur, c'est que en fait, on n'a pas besoin de l'approbation de 3 services, de 10 personnes pour être dans l'action. C'est-à-dire que à la fois, une fois que les constats sur le terrain ils sont faciles à faire, les discussions, les idées émergent, les échanges avec les équipes sont simples, faciles, et quand on présente un projet, les décisions elles sont très rapidement discutées. Il n'y a pas 15 personnes entre moi et la direction finalement, et elles sont prises immédiatement. Et la réactivité elle est constante. En 2 jours, on peut mettre un projet en place. Pour moi, ça a été un modèle d'efficacité. C'était presque Alice au pays des merveilles. Tout était possible. Dans la mesure où ça avait un bénéfice pour le patient et que ça avait du sens. Et du coup, c'est quoi les autres projets que tu as pu mener à l'hôpital ? Alors, il y en a eu plusieurs, plus ou moins innovants, avec plus ou moins de succès, mais je penserais au Café Arago, qui sont finalement des mini-conférences qui étaient menées par des médecins.
chirurgien ou anesthésiste, le plus souvent sur les conseils de retour à domicile, après chirurgie, une prothèse en l'occurrence. Et ça avait plusieurs intérêts. D'abord, ça occupait le patient pendant ce séjour, qui finalement, même s'il est raccourci de plus en plus, peut occuper sa journée. Ça permet au patient, quelques temps avant sa sortie, de bénéficier de la présence d'un médecin, et voilà, où il va pouvoir lui poser des questions, voilà, d'obtenir cette information complémentaire qui va le rassurer, qui va pour nous sécuriser les soins. Ça permet aussi de valoriser les intervenants, parce que j'ai toujours trouvé hallucinant qu'avec tous ces médecins, on puisse pas valoriser toutes ces connaissances, toutes ces choses qu'ils avaient à transmettre à la fois aux équipes et aux patients. Et quand bien même ils sont libéraux dans le privé, voilà, je crois qu'ils ont participé avec enthousiasme parce qu'ils y ont vu vraiment un bénéfice pour leurs patients. Donc ensuite, ça avait un autre intérêt, c'est qu'on communiquait, on faisait des publications sur les réseaux sociaux, et ça permettait de rendre à la fois l'établissement attractif et montrer que voilà, on faisait des choses sérieuses et intéressantes. Oui, donc comme quoi l'intrapreneuriat, c'est vraiment un levier d'attractivité pour les établissements, et l'innovation, vraiment quand elle est rendue publique comme ça grâce à des publications sur les réseaux sociaux, ou quand en tout cas on prend la peine de créer un contexte pour qu'elle soit possible, ça peut vraiment transformer l'expérience patient, la qualité de vie au travail des soignants. Pour toi, l'innovation aujourd'hui, ça recouvre quoi ? Tout simplement, pour moi, l'innovation, c'est de transformer une idée en action. Mais ça nécessite, après réflexion, un vrai état d'esprit, une posture particulière en fait. Moi j'ai une éducation qui m'a permis, comme je disais tout à l'heure, une liberté de penser, d'agir, où les prêt-à-penser étaient un peu, n'avaient pas leur place, quoi. Donc j'ai cette envie constante de vouloir faire bouger les lignes et de réfléchir, de pas faire de déduction hâtive en prenant en compte les apparences, quoi, et sans avoir analysé profondément une situation. Pour moi, ça c'est essentiel, et c'est un état d'esprit qui est nécessaire pour innover. Je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est un contexte favorable, sans quoi rien n'est possible, où il faut se sentir en confiance, valorisé, dans un management un peu participatif, où l'humain il est au centre des décisions. C'est toute une philosophie de management où il faut pas réduire les gens à une catégorie, parce que faut quand même savoir que mon poste initial de directrice des soins, elle n'incluait pas forcément l'innovation. De fait, j'ai été amenée à mener des projets innovants sans vraiment le savoir, mais le fait de ne pas faire de généralité sur une fonction, c'est important. Une aide-soignante, elle peut pas être la même qu'une autre aide-soignante. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette idée de mettre les gens dans des cases et de faire des généralités. J'ai moi-même du mal à y rentrer, mais chaque individu doit se sentir singulier et valorisé en tant que personne. Et donc, c'est développer l'intelligence de chacun. Alors ça demande de l'humilité, je trouve, particulièrement le management en général, mais celui-ci, le management inclusif encore plus, de l'humilité, du courage, de penser à l'intérêt commun et pas à sa carrière et à son propre ego. Ça, c'est des notions importantes. Il faut tout ça, il faut pouvoir donner des responsabilités, communiquer aussi de manière plus ascendante, essayer de développer l'intelligence émotionnelle de chacun, et créer une dynamique participative. Et tout ça, pour moi, c'est un état d'esprit qui favorise l'innovation. D'accord, et du coup, par rapport au management participatif ou inclusif, comme tu le nommes toi, est-ce que tu aurais des exemples de situations où tu as senti que ça avait vraiment eu de l'impact sur le soin ? Est-ce que pour toi, le management participatif, c'est une façon d'aider les gens à déformer le cadre préconçu pour eux par rapport à leur poste ? Oui, bien sûr. En tout cas, j'ai sûrement pas été parfaite, mais j'essaie vraiment de tendre vers ça. Par exemple, j'habituais les équipes à régler les problèmes eux-mêmes.
C'est-à-dire que c'est pas par flemmardise, hein, c'est juste que je trouvais intéressant de leur laisser leur part de décision. Et ils ne m'appelaient, ils ne me contactaient que quand ils n'y arrivaient pas, qu'il y avait une situation bloquante ou par manque de temps. Et au début, c'était un petit peu étonnant, et je pense qu'ils y ont pris pas mal de plaisir, et ils se sont sentis valorisés dans la mesure où ils faisaient leur part et ils écrivaient leur partition, quoi, dans ce compte orchestre, quoi. Et je crois que naturellement, hein, l'humain, tout humain, il a besoin, ce besoin d'autonomie et de reconnaissance, et de trouver sa place dans une équipe et dans une entreprise. Donc moi, j'ai laissé aussi pas mal d'autonomie dans la gestion des conflits. Ça, c'était... c'était parfois un peu pris bizarrement, parce qu'ils étaient étonnés. Ils venaient me voir pour obtenir mon approbation, ma bénédiction dans un conflit, ou que je prenne parti. Et en fait, moi, je leur disais que j'étais sûre qu'ils pourraient gérer ces problèmes seuls, en fait. Ils étaient parfois un peu déçus. Oui, ils voyaient peut-être ça comme une façon de te dédouaner un petit peu et de te déresponsabiliser des conflits. Ça me regarde complètement, mais je leur expliquais que je les croyais vraiment capables de les résoudre seuls, et j'aimais pas cette idée de les infantiliser. Moi, je suis sûre que dans la vie de tous les jours, ils réglaient leurs conflits de manière hyper adulte et responsable, et il n'y avait pas de raison qu'en arrivant à son travail, on perd toutes ces facultés qu'on a dans la vie quotidienne, quoi. On ferme pas le rideau quand on arrive au travail. Et finalement, cette idée, elle a fait son chemin, parce que voilà, ils se sont sentis, je pense aussi, valorisés. D'accord. Bon, et ben ça fait un sacré parcours en tant qu'infirmière, en tant que directrice des soins aussi. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi de ton nouveau projet d'application. Donc, plus récemment, tu es finalement sortie de l'hôpital pour innover différemment. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu de quel constat est née cette décision de sortie un petit peu ? Oui, alors j'ai repris les bancs de l'école j'ai fait un MBA à la Sorbonne, et c'est vrai que ça m'a donné vraiment l'envie, ça m'a confortée dans l'idée d'entreprendre moi-même, hein, pour faire ma part, et pour vraiment transformer l'organisation des soins en profondeur. Et donc du coup tu me disais un petit peu plus tôt que les professions soignantes étaient pas mal boudées, et que toi tu as finalement choisi de sortir de l'hôpital pour entreprendre et pour innover. Est-ce que c'est pas un petit peu, c'est une question un peu taquine, mais est-ce que c'est pas aussi un peu une façon de bouder les professions soignantes ? Comment est-ce que tu perçois toi ta propre sortie de l'hôpital ? Oui, c'est pertinent comme question. Moi, maintenant ça fait 10 ans que je pratique plus le métier d'infirmière vraiment au sens propre, et je pense que voilà, comme j'ai beaucoup aimé les patients en tant qu'infirmière, j'ai dans la continuité logique essayé d'aimer les gens que j'ai managés, et je pense qu'il faut avoir vraiment un intérêt réel pour l'humain, pour améliorer leurs conditions. Et comme j'ai une soif d'apprendre et d'être alimentée en permanence, j'ai voulu avancer et évoluer sans cesse. Et je suis donc retournée sur les bancs de l'école, et j'ai fait un MBA à la Sorbonne, et qui m'a vraiment confortée dans l'idée d'entreprendre pour changer les choses. Et aujourd'hui, voilà, je suis très heureuse de pouvoir prendre de la distance, de la hauteur, pour contribuer à changer les organisations et retrouver l'adhésion et la motivation, le bien-être des infirmières, qui est un métier fabuleux, riche et essentiel surtout. Donc voilà, pour moi, il y a urgence, et c'est un challenge des années à venir, vraiment pour transformer les choses. Je savais que ta réponse à cette question serait super. C'est vraiment hyper intéressant comme positionnement. En fait, tu pars vraiment de toutes tes années d'expérience où tu as fait des observations. Ça a été ton immersion à toi dans la phase du design thinking. Et maintenant, tu crées une solution qui va répondre à tous ces besoins que tu as observés et que tu as pu observer en tant qu'infirmière et en tant que directrice des soins aussi. Donc, comment ça se passe, ton application ? Alors écoute, c'est Midlincare en fait. C'est une application qui optimise l'organisation des soins dans un établissement de santé. Donc elle va permettre de valoriser les soignants, d'apporter une efficacité opérationnelle pour l'établissement, et d'améliorer la qualité des soins apportés aux patients. Donc concrètement, c'est quoi ? Il y a pas mal de fonctionnalités pour répondre à toutes ces problématiques dont j'ai parlé, qui émergent de mon expérience. C'est une sonnette digitale, un feedback de patients en temps réel,
une messagerie sécurisée et les data pour mieux piloter. Alors concrètement, c'est d'abord un outil donc, de communication, tu l'auras compris, qui permet d'interagir avec l'ensemble, qui permet aux patients d'interagir avec l'ensemble des professionnels de l'établissement. L'intérêt principal, c'est de rationaliser les tâches et qui permet à chacun de gagner du temps et d'aboutir à une satisfaction à la fois soignant et soigné. L'intérêt, c'est que l'infirmière, elle n'interrompra pas un soin pour servir un verre d'eau, par exemple. Et l'agent des services hospitaliers, qui s'occupe du bionettoyage, elle ne va pas répondre à une urgence vitale. Donc la demande elle sera précisée et attribuée au professionnel qui est à la fois habilité et compétent et disponible pour répondre. Ouais, donc ça répond, donc ça c'est la première fonctionnalité essentiellement avec cette sonnette digitale, parce que tu as constaté toi sur le terrain que le problème de la sonnette c'était vraiment quelque chose qui posait un souci au niveau de l'interruption des tâches et au niveau aussi de la meilleure distribution possible des compétences au sein d'un service en fait. Bien sûr, l'infirmière elle est interrompue en permanence et ça génère une charge mentale immense quoi. Donc dans l'application, on imagine avec l'aide de l'intelligence artificielle ajouter des critères pour rediriger de manière pertinente les soins selon la disponibilité du soignant au moment de la demande, selon son expertise et sa compétence par rapport à la demande du patient. Et même, comme je le disais tout à l'heure, on peut se fier à la déclaration de son échelle d'humeur du jour. Donc ça va vraiment réguler, fluidifier les actions du soignant et de tous les soignants dans un service de soins. C'est ça l'objectif. Et comment est-ce que tu veux que ton application s'insère dans le quotidien ? Parce que comment est-ce que tu vas faire pour que ce soit pas un outil de plus ? Alors aujourd'hui, faut savoir que c'est une poire avec un cordon et une poire un bouton rouge quoi en fait. Donc il n'y a pas à l'heure actuelle, à part ce dispositif, de solution qui est proposée. Et je pense que ça répond. Il y aura d'autres fonctionnalités, donc ce sera un tout, ce sera pas un outil de plus, ce sera vraiment un tout puisque elle aura aussi une fonctionnalité qui permettra, toujours dans un souci de bien-être au travail et de motivation, d'engagement du soignant, les patients pourront féliciter les soignants tout au long de la journée et avoir les soignants donc auront un feedback et recevront des encouragements et des retours gagnants. Et ça pour la motivation c'est génial quoi. C'est assez complet, il y a une messagerie sécurisée, il faut savoir qu'aujourd'hui les DECT c'est encore des DECT, c'est-à-dire des téléphones portables qu'on a chez nous fixes. Bien souvent utilisés dans les services et c'est pas très utilisé, c'est pas très pratique, donc les professionnels, que ce soit médecins, chirurgiens, infirmières, utilisent souvent WhatsApp, ce qui pose des grands problèmes de données, de sécurisation des données et de stockage des données. Ce côté messagerie sécurisée et gestion des données de santé, moi ça me fait passer à mon espace santé. Est-ce que tu penses qu'un jour ton application elle pourrait s'y intégrer et faire partie des applications qui sont intégrées et qui permettent justement une meilleure fluidité des données au moment où le patient est hospitalisé et puis après pour ses soins une fois qu'il est sorti de l'hôpital? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de tendre vers un maximum d'interopérabilité avec ce qui existe déjà et tous les projets de transformation numérique en cours. Et du coup, ça m'intéresse que tu en dises un petit peu plus sur cette fonctionnalité justement de feedback positif des soignants. Dans plus en plus d'applications aujourd'hui, ou que ce soit Le Bon Coin, Vinted, dans plein d'applications, en fait, on est noté, on est évalué. Et parfois, ça peut aussi avoir un impact négatif. Comment est-ce que toi, ton application, avec cette fonctionnalité de feedback positif aux soignants, tu fais en sorte que ça soit un vrai levier de motivation et que ça n'enferme pas les soignants dans une valeur qui les définissent en fait et qui les enferment? Moi je suis partie d'un constat en fait. Aujourd'hui, comment ça se passe? Dans un établissement de santé, on a des patients qui, quand ils sont satisfaits, vont complimenter un soignant. Donc ça c'est le don contre don, c'est-à-dire que le soignant reçoit ses compliments, ses félicitations, mais tous les patients ne le font pas et ils ne l'entendent pas forcément parce qu'il n'y a pas le temps, parce que voilà. Ensuite, il y a une autre façon de donner sa satisfaction quand on est un patient, c'est les questionnaires de satisfaction en fin de séjour.
Il y a aussi Isatis, qui est un questionnaire qu'on remplit en ligne pour le patient, et il y a les avis Google. Donc c'est un état de fait, ça existe déjà. C'est-à-dire que les établissements, ils subissent un petit peu, entre guillemets, des avis de toutes parts avec ces questionnaires, l'ISATIS, les avis Google. Donc, de toute façon, c'est déjà une problématique qu'il faut gérer aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois, on a un avis Google qui va cibler une infirmière, même parfois on a un prénom. Et c'est des avis, c'est terrifiant. Parfois, c'est très difficile à vivre pour les postes soignants. Donc sur les questionnaires de satisfaction qu'on traite souvent bien plus tard que l'événement en soi, on a des choses négatives et on est perdu parce qu'on ne sait plus, faut sortir sa loupe de Sherlock Holmes et chercher quel moment, quelle équipe, de qui on parle, etc. pour être vraiment efficace. Donc tout ce système, pour moi, de gestion de la satisfaction patient, elle est subie et je dirais même, et surtout, elle n'est pas efficace. C'est-à-dire que quand bien même le patient est insatisfait, comme c'est traité un petit peu plus tard, on n'est pas efficace, on ne change rien aux choses qui ne vont pas. Et l'idée de cette fonctionnalité, c'est vraiment, d'une part, motiver les soignants parce qu'ils en ont grandement besoin et que de toute façon, ils lisent Google, ils peuvent être victimes d'un avis négatif d'un patient en étant nommés, toutefois ils sont très précis, donc ça existe déjà. Donc l'idée c'est un peu plutôt que de laisser faire, de créer quelque chose qui va encadrer cette satisfaction ou parfois cette insatisfaction. Donc en tout cas là, l'idée dans cette première étape de cette fonctionnalité, c'est vraiment renvoyer du feedback positif aux soignants. Et c'est pas eux qu'on note, d'ailleurs c'est pas une note, c'est vraiment des compliments en fait. Sous forme d'un chatbot en fait. Voilà, c'est ça, d'accord. Qu'est-ce qu'elle est souriante, avec des fois les choses prédéfinies où le patient il pourra dire quelle est sa particularité, elle est souriante, elle est rigoureuse, elle est drôle, pourquoi pas, elle est rapide, voilà. Et ça, pour moi, c'est un élément de qualité de vie au travail important et ça permet l'engagement, quoi. Et donc ces feedbacks, ils seront accessibles uniquement aux soignants auxquels ils sont destinés? Est-ce que c'est des données après qui seront éventuellement collectées, rendues publiques dans le service? Comment est-ce qu'il y aura une valorisation de ces compliments-là, ou est-ce que ce sera uniquement destiné aux soignants pour leur motivation? Alors bien sûr, ça va générer toutes ces fonctionnalités, elles vont générer un ensemble de data qui vont avoir un intérêt majeur pour le pilotage d'un établissement, pour les dirigeants, pour les cadres supérieurs, etc. Il y aura des alertes d'ailleurs d'indicateurs qui seront paramétrables, des alertes en temps réel, et d'une part ça permettra d'avoir une idée aussi de l'activité en temps réel dans un service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a peu d'outils qui permettent de collecter des datas précises sur la qualité en soins. Moi, quand j'étais cadre, quand il fallait justifier et argumenter pour un poste supplémentaire d'aide-soignante, il fallait mesurer la charge en soins de l'aide-soignante. Pourquoi c'était pertinent d'avoir une aide-soignante de plus? Alors on allait dans le dossier, c'était à l'époque le papier, il fallait regarder combien il y avait de soins, justifier, faire des calculs, enfin c'est énorme, c'est-à-dire. Et ça, pour moi, ça a été vraiment difficile, avec l'avènement de la démarche qualité aussi et les certifications, il y a énormément d'audits qui se développent, et on n'a pas de data, ça prend énormément de temps à tout le monde. Donc cette collection de data, elle va permettre une analyse plus fine. Pourquoi pas, on va peut-être s'apercevoir que finalement dans un service donné où je l'ai structuré avec deux infirmières, 2 aides-soignantes, 2 agents de service hospitalier, compte tenu des demandes récurrentes, je m'aperçois que finalement dans ce service-là, il y a plus de soins aides-soignants finalement. Et donc ça me permettra d'optimiser mes ressources et pour que chacun fasse les actions pour lesquelles elle est compétente en fait. Et au regard de tout ce que tu viens de me dire, en quoi tu te sens une transformatrice? Mais moi, voilà, c'est un peu... j'adore c'est vos podcasts, moi je trouve ça passionnant, j'ai écouté plein de gens absolument géniaux, et à la fois, quand tu m'as contactée pour le podcast, je me suis dit, mais voilà, pourquoi moi ?
Et finalement, voilà, je me rends compte qu'il y a quand même un vrai syndrome de l'imposteur, parce que peut-être que c'est le fait de ne pas être habitué finalement à avoir des gens du terrain qui évoluent et qui innovent. Je pense que c'est dans l'inconscient collectif, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et finalement, parfois ça arrive, il y a des aides-soignantes, des infirmières, des gens de toutes catégories qui ont des idées. Et bon, moi j'ai eu la chance de pouvoir les mettre en œuvre, mais oui, il y a un fort sentiment de l'imposteur, quoi, vraiment. Je comprends qu'il y ait ce syndrome de l'imposteur. C'était d'ailleurs la Blandine, la maman de Aude, qui avait été interviewée dans ce podcast, avait aussi dit, elle, mais moi, dans le podcast, mais j'ai rien à raconter. Et en fait, je pense que tous les auditeurs et auditrices ont jugé que son épisode était très intéressant. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de transformateurs et transformatrices qui s'ignorent et qui, t'en parlais tout à l'heure avec ton échelle de l'humeur, c'était de l'innovation qui n'était pas conscientisée en fait, mais c'était quand même une façon de craquer un problème. C'est tout simplement ça l'innovation, et tu l'as très bien dit tout à l'heure. Donc je pense que c'est vraiment important de faire porter la voix des transformateurs qui se savent transformateurs, et des transformateurs aussi qui s'ignorent un petit peu, qui disent mais en fait qu'est-ce que je fais là ? Pour moi c'est important qu'on ait une diversité aussi dans la conscientisation de l'innovation. Oui, et puis l'innovation, elle doit vraiment venir du terrain. Je pense que c'est les gens qui vivent les problématiques qui vont exprimer voilà, qu'est-ce qui est important pour eux, quels sont leurs besoins, et ça c'est majeur. Ok, cet épisode était vraiment hyper intéressant, c'était vraiment un plaisir de te rencontrer. Et avant de clôturer cet épisode, j'ai encore 2 questions qu'on pose toujours aux transformateurs. La première, ce serait de savoir si tu as une devise. Alors écoute, il y a pas mal de devises qui m'inspirent, peut-être pas qu'une seule, et surtout il y en a pas mal qui ont déjà été prises dans d'autres podcasts. Je pense notamment à Seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin, qui a été citée par la maman de Aude d'ailleurs. C'est une devise qu'on aime beaucoup nous chez l'hôpital, on a des cartes postales où c'est écrit dessus dans l'entrée. Donc, Alors même si j'aime pas trop utiliser les formules toutes faites, moi celle du moment ce serait ne blâmez pas l'individu, réparez le système pour lui. Waouh, ça c'est une devise. Vas-y, raconte-moi un petit peu pourquoi cette devise particulièrement en ce moment. Ça découle un petit peu de tout ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire que on ne peut pas incriminer un professionnel tant qu'on ne lui a pas donné les moyens de tout ordre, matériel, environnemental, de management, de contexte favorable, etc., pour les réaliser correctement. Et donc la responsabilité en revient aux managers, aux gens qui changent d'entreprise, qui transforment l'entreprise, pour donner les moyens aux professionnels de travailler dans de bonnes conditions, de manière hyper efficiente. Ouais, donc en fait l'innovateur pour toi c'est vraiment quelqu'un qui a une clé à molette et un tournevis dans la main et qui dit allez j'y vais, je vais réparer. Je vais essayer de comprendre et éventuellement trouver des idées et des solutions. Oui. C'est ça, donc il faut une loupe dans la main gauche et une clé à molette dans la main droite en fait, pour observer et réparer. Ok, très bien. Ouais, j'adore cette devise. Et la dernière question, c'est quelle personne penses-tu qu'on devrait inviter, ou alors quelle personne, ça peut être au singulier ou au pluriel, hein, si tu as plusieurs personnes à nous plébisciter, on est preneur, mais qui devrait-on inviter dans des prochains épisodes? Alors écoute, en ce moment j'ai la chance de rencontrer plein de gens passionnants qui ont des tonnes d'idées de projets, donc je pourrais en citer plusieurs. Je pense d'abord à un parcours qui force le respect. J'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Guylaine Moreau au MBA à la Sorbonne, et c'est une infirmière. Elle était médecin dans son pays en Afrique. Et elle a fait tout un parcours du combattant pour arriver en France et se faire une place, être infirmière. Et là, elle est retournée plusieurs fois sur les bancs de l'école et elle développe aujourd'hui une application pour le suivi des diabétiques, des personnes diabétiques dans son pays en Afrique. Et voilà, elle vous racontera son parcours, mais je trouve que je suis assez admirative de ce combat, de cette force de travail, de ce courage qu'elle a eu.
Voilà, je trouve que c'est vraiment un parcours qui force l'admiration. Mais je note, en plus, je crois qu'elle est arrivée dans notre communauté en ligne il n'y a pas très longtemps, donc si ça se trouve, elle pourra trouver une aide précieuse dans la communauté L'Hôpital pour entreprendre ce projet de suivi des personnes diabétiques. Merci beaucoup Oriane d'être venue te prêter au jeu des transformateurs, c'était vraiment une rencontre passionnante. J'adore ce petit moment très intime pour revenir sur ton parcours, sur ce que tu as vu sur le terrain, sur ce qui te fait vibrer, sur tes moteurs et j'espère qu'on verra bientôt les bénéfices de cette application dans les hôpitaux. Tu nous le raconteras dans un prochain épisode. En tout cas, merci. Ouais. Merci pour l'invitation, en tout cas, et bravo pour ce que fait l'hôpital. Vraiment, moi, je vous suis. Je suis une de vos premières fans et ambassadrices. Voilà, donc merci. Et puis, j'espère que ça donnera l'envie à plein de gens du terrain de tenter leur chance, tenter l'aventure. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Oriane. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Peut-être qu'il a résonné avec vos convictions ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site lowpital.care, lowpital.care, rubrique communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix.